Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus. Je remercie aussi l'équipe du Port de Tête de nous accueillir aussi gentiment ce soir. Je m'appelle Julien Lefebvre-Favreau pour ceux qui, dans la salle, ne le sauraient pas. Et ce soir, on se rencontre en fait pour l'inauguration d'un colloque qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on garde ?» Question qui peut être, à certains égards, assez mystérieuse. On va se demander, en fait, dans ce colloque-là, des modalités d'héritage en littérature. Dit comme ça peut paraître un peu clinique, mais c'est la question du legs problématique, c'est-à-dire comment on garde en littérature, comment on garde les livres majeurs, mineurs qu'on a lus, comment on garde les livres qu'on a aimés, mais ceux qu'on a moins aimés, puis comment tous ces livres font partie de notre formation, font partie de notre façon de penser, de notre façon de lire, parce que c'est une question qui peut être une question d'universitaire, mais ce qui est aussi une question de lecteur, de n'importe qui s'intéresse à la littérature ou à la culture en général. Puis ces questions-là, en fait, on a eu envie de les poser à Catherine Mavrakakis ce soir. Je vais vous la présenter brièvement. Catherine est professeure de littérature depuis une vingtaine d'années. Elle a été professeure d'abord à l'Université Concordia et puis maintenant à l'Université de Montréal depuis 2003. Elle enseigne la création et aussi la littérature contemporaine. Elle a signé que 4 romans. Deuil cannibale et mélancolique en 2000, Ça va aller en 2002, Fleur de crachat en 2005 et Le ciel de Bay-City. Bonsoir Alain Farah. Et Le ciel de Bay-City en 2008. 4 essais aussi, La mauvaise langue, Condamné à mort, un essai sur Duras qui s'appelait Duras à Ruspice, qui accompagnait le Sublime forcément sublime de Marguerite Duras, ainsi que le récent L'éternité en accéléré, dont on parlera plus dans la rencontre pour plein de raisons. Elle a aussi signé un oratorio, Omaha Beach. Donc, peut-être la première question, en fait, quand je t'ai soumis la question « Qu'est-ce qu'on garde ?», la première chose dont tu m'as parlé, c'est La Passion selon G.H. de Clarice Lispector. J'avais lu ce livre-là il y a fort longtemps. Je me souvenais juste du cafard. Je me souvenais que de ça. Pourtant, il y avait quelque chose qui concernait le rangement. Peut-être qu'on pourrait commencer avec ça. Le rangement. Le rangement ou le cafard. Tu peux parler du cafard Oui, aussi. non, mais c'est quand tu m'as parlé de ce colloque, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était la question de qu'est-ce qu'on garde dans la maison. Tu sais, je l'ai vu de façon très concrète, c'est-à-dire il y a toujours une place dans la maison où on met des choses que l'on garde et qui serviront jamais à rien, qui sont en instance d'être jetées. Mais et je pensais que La Passion selon G.H. d'une certaine façon parlait là parce qu'elle voyait ce lieu-là, ce lieu du placard, ce lieu comme un espace sacré. Tu sais, donc c'est ça qui m'est venu en tête. Mais en fait, ce qui m'a fait plus rigoler là, parce que là c'est ce qui m'était venu à ce moment-là, mais là aujourd'hui c'est qu'on enregistre. Ça me fait beaucoup rire parce qu'il n'y a presque pas d'événement, on n'est presque pas de gens, mais en même temps, on est déjà en train de garder cet événement qui n'aura presque pas eu lieu. Hein? Et ça, ça, je trouve ça vraiment drôle, tu vois, parce que si on le garde, on serait aussi bien de le jeter. Mais ce que je veux dire, c'est quand même étonnant qu'on soit dans cette pulsion de la conservation, même avant même que les choses aient vraiment pris forme. Vraiment pris forme. Puis, si on t'a invité ce soir, c'est non seulement parce qu'on voulait faire un événement qui n'ait pas lieu, mais qu'on puisse garder, qu'on puisse mettre sur un site web. Super, vous avez choisi la bonne personne. Si on t'a invité aussi, c'est à cause de ton statut qui est multiple. Puis, ça va être ma première question, en fait. Parce qu'on t'a invité ici comme écrivain, comme auteur de fiction, aussi comme essayiste, qui aborde des sujets assez divers dans ses livres. Et puis... aussi comme professeur, parce que forcément, qu'est-ce qu'on garde? C'est beaucoup une question de professeur. Puis, si on veut parler de ça aujourd'hui. Puis ma première question, c'est en fait, est-ce qu'on hérite différemment? Est-ce qu'on garde des choses différemment selon qu'on soit auteur, essayiste ou professeur? Qu'est-ce qu'on garde dans ces 3 fonctions-là? Je vais te dire, peut-être en tant que... Quand j'ai commencé à écrire, justement, je gardais beaucoup trop de choses de l'université. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire des romans ou à écrire autre chose que des romans-essais. Je critique pas ce que je faisais, là, c'est pas... mais je trouve que j'étais incapable de me libérer d'une certaine forme que j'avais attrapée comme une maladie à l'université. Donc, je pense que j'avais un rapport vraiment à la conservation très... puis aussi au surmoi, bien sûr, parce que je pense que quand on se met à écrire et puis qu'on est prof, on voudrait être mal armé, puis on s'aperçoit très vite qu'on ne le sera pas. Mais je pense qu'il y avait ça beaucoup. Alors, est-ce que, comme professeur aussi... comme professeur, par contre, je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours l'impression, en enseignant, de
devoir beaucoup élaguer. C'est-à-dire que ce que j'enseigne, c'est pas du tout ce que je pense. Je suis obligée, à des fins pédagogiques, entre guillemets, de dire des choses de façon très claire, alors que je pense que les choses s'énoncent pas nécessairement clairement. Je trouve que l'enseignement est quand même un lieu où on garde des choses, mais pour enseigner, il faut quand même en jeter pas mal et faire les choses un peu grossièrement. Enfin, je vois l'enseignement beaucoup comme ça malgré tout, et que la complexité, je renvoie toujours les étudiants au livre, parce que je dis ça sera toujours plus complexe dans les livres que quand on essaie de vous l'expliquer, parce qu'il y a la clarification qui, à mon avis, est quand même un problème. Puis, tu dis que en tant que professeur, on simplifie beaucoup, mais ma question aussi, qu'est-ce qu'on garde en tant que professeur? C'est des choses qu'on choisit de transmettre. Parce que toi, par exemple, tu as choisi de transmettre principalement, même si je pense qu'en début de carrière, tu enseignais peut-être davantage le 19e siècle, tu as choisi de te concentrer principalement sur la littérature contemporaine. Or, il est bien évident que ce qu'on garde de la littérature contemporaine, on ne sait pas si on va le garder longtemps. Par exemple, tu as beaucoup travaillé sur les écrits du SIDA, tu continues à le faire, mais évidemment, la façon dont tu les gardais au début des années 90, et puis tu continues à les enseigner à la fin des années 2010, ces écrits qui datent des années 80, c'est pas la même chose. Donc, ma question, c'est quel corpus tu choisis? Pourquoi tu les choisis comme ça? En fait, c'est un peu... Oui, mais non, tu as raison. Je pense que j'enseigne la littérature contemporaine. Je pense que c'est quand même un risque d'enseigner la littérature contemporaine comparativement à d'autres... à l'enseignement de d'autres époques, parce que tu as raison, on ne sait jamais si on n'enseigne pas quelque chose qui est, qui dans 5 ans ne sera plus du tout lu. Bon, moi j'aime bien ça, je ne cherche pas à faire du canon non plus, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire ceux-là vont rester, seront là encore dans 25 ans, mais je pense qu'il y a un risque quand même, il y a un engagement à enseigner la littérature contemporaine qui n'est pas la même chose. Par contre, je ne pense pas que je puisse lire la littérature contemporaine hors des lectures que j'ai faites avant du 19e siècle, par exemple. Mm-hmm. Moi, j'ai fait ma thèse en partie sur Mallarmé. Je pense que c'est aussi une façon pour moi de la littérature contemporaine. C'est-à-dire que je vois la littérature contemporaine aussi comme porteuse de tout un héritage. J'essaye de montrer aussi cet héritage-là. Héritage que je ne peux pas voir dans sa totalité. Héritage que je vois selon mon propre voyage à travers la littérature. Mais je lis ça. Par contre, ce que tu me dis aussi, et qui me semble intéressant, c'est la question est-ce que j'enseigne, par exemple, la littérature du sida comme je l'enseignais dans les années 90, au moment où il y avait l'épidémie et que beaucoup de gens mouraient ici, en Occident, alors que maintenant, ils meurent ailleurs, mais alors, ils ne sont plus aussi importants pour nous. Je pense que malheureusement, je l'enseigne un peu de la même façon. C'est-à-dire que je me suis aperçue que, donnant mon dernier cours sur le sida, sur les récits du sida, il y a l'année dernière, j'avais l'impression d'être complètement à l'époque et de ne pas être capable du tout de relativiser ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux étudiants, moi, ces écrits-là, ça a été ma formation, ça a été très important pour moi. Je ne peux pas vous les sortir comme si j'avais un certain recul. Ça, je pense qu'il y a un rapport aussi émotif à certains textes, pas à tous les textes, mais il y a là, je pense que même l'intérêt de mon cours, si intérêt il y avait, c'était que je pouvais leur parler du sida d'une façon qui n'était pas celle que d'autres auraient pu mettre de l'avant. Est-ce que ton regard change sur l'objet ou ton regard reste le même? C'est-à-dire que du moment qu'il n'est plus exactement contemporain, même si selon une périodisation savante, il reste contemporain, la littérature des années 80, on continue à la dire contemporaine. Pourtant, quand tu as commencé à l'enseigner, elle était... pour reprendre cette expression bête de l'extrême contemporain. Mais donc, elle était de l'extrême contemporain, puis elle n'est plus tout à fait ça. Est-ce que ton regard change ou tu l'enseignes de la même façon? Je te dis, mon regard ne change pas, sauf que peut-être que mon regard est un peu plus... c'est-à-dire que je vois un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle David Wojnarowicz, qui est un écrivain américain qui est mort aussi du sida. Je veux dire, je l'enseigne un peu de la même façon, mais c'est sûr que la puissance de sa parole n'est pas entendue de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'essaie... À l'époque, j'étais dans des cours où les gens entendaient énormément cette parole-là. Maintenant, il faut que je refasse une bombe de sa parole parce que, justement, il y a quelque chose qui s'est désamorcé. Donc, mon idée, c'est d'essayer de garder cette parole vive ou de ces textes vifs, alors qu'ils sont peut-être
pour les nouvelles générations, beaucoup moins d'actualité, mais pas seulement d'actualité, beaucoup moins fort qu'il était à une époque. Et moi, tout mon travail, c'est d'essayer de réactualiser ce qu'il peut y avoir de fort dans ces textes. Est-ce que tu as le même sentiment quand tu enseignes Mallarmé? C'est-à-dire, est-ce que tu as le même sentiment de devoir... Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je n'aime pas l'histoire littéraire. Je passe mon temps à le dire parce que l'histoire littéraire a tendance à faire de la parole quelque chose rempli d'inanité. Et je trouve que je trouve qu'il faut essayer de retrouver quelque chose... Bon, dans l'écriture de Mallarmé, ce qu'il peut y avoir d'encore, qui retentit encore. Donc, pour moi, tu vois, j'essaye pas du tout d'avoir une approche qui dirait, bon, Mallarmé a écrit ça, et puis il a fait ça parce qu'il y avait ça à cette époque. Oui, je peux dire ça, mais j'essaie quand même de dire comment Mallarmé nous parle encore, tu vois, et pas seulement parce qu'il nous parle à travers l'histoire, il nous parle encore au présent. Tu as dit quelque chose à propos de la force, tu parlais de David Wojnarowicz, mais ça me fait penser à ce que tu as dit un peu dans la conférence. Peut-être j'aimerais que tu nous répètes, parce que je sais que les gens n'étaient pas nécessairement là, mais dans la conférence que tu as faite... C'est enregistré sûrement. Mais c'est enregistré, ça doit être sur Internet. Oui, c'est ça. Mais la conférence que tu avais faite à Salon Double, où est-ce que, en fait, c'est une des hypothèses que tu aimes bien défendre, qui est que la littérature est colère. Tu parlais plus spécifiquement de la littérature des femmes, mais pas un paradoxe, mais en fait intéressant. Tu pars de Thomas Bernard pour penser ces choses-là, et puis après ça, tu t'intéresses beaucoup à Cathy Hacker, à Elfriede Jelinek, ou enfin... Donc, j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu de cette idée que la littérature est rage, est colère, parce que c'est un peu ce que tu nous dis à propos de David Wojnarowicz. Oui, je ne pense pas qu'elle soit toujours rage ou toujours colère, la littérature. Moi, je m'intéresse beaucoup à la littérature de la colère ou de la littérature qui essaie quand même d'avoir un certain pouvoir dans la cité. Je crois que certaines littératures de la colère peuvent encore travailler là-dessus. Donc, mais là, on est loin du sujet. Qu'est-ce qu'on garde? D'accord. C'est pas très grave. Mais c'est, pour moi, j'aime un certain corpus depuis quelque temps, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'écrits de femmes qui sont dans la colère en ce moment, alors qu'on nous dit que les écrits de femmes sont très narcissiques et ne pensent qu'à l'autofiction ou je ne sais quoi. Je me suis aperçue qu'il y avait au contraire un corpus qui était assez vivant et qui essayait de penser une parole qui soit efficace dans le monde. Donc, j'aime ces écrits qui sont pleins d'affect, mais un affect assez violent, et je trouve que la littérature a le droit d'être en colère. En fait, toute mon argumentation était basée sur le fait que la philosophie est rarement en colère. Il y a Nietzsche qui nous a montré la colère en philosophie, mais la philosophie est rarement en colère. Or, la philosophie veut toujours penser en maîtrisant la pensée, alors que la littérature peut se permettre d'être en colère et d'avoir donc une réflexion autre sur le monde qui est celle que la philosophie peut avoir. Je passe un peu du coq à l'âne, mais pas tout à fait, en fait, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ton statut hybride, c'est-à-dire à la fois auteur, professeur, mais ce statut hybride, en fait, c'est peut-être tout simplement le statut d'intellectuel, c'est-à-dire que c'est peut-être ça, être un intellectuel, c'est être un peu tout ça à la fois et puis penser dans toutes ces sphères-là, puis... être intellectuel, c'est aussi être un passeur culturel jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à cause de sa place dans la cité, qu'on croit qu'elle soit importante ou pas, à cause de sa place dans la cité, on décide de ce que nous, comme intellectuels, on décide de transmettre ou pas comme objet culturel. Donc, peut-être que j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que toi, tu conçois comme le statut de l'intellectuel, si toi, tu te considères comme une intellectuelle, et puis la place que ça peut occuper pour toi, puis la place dans la cité que ça peut occuper, etc. Je sais pas quoi te dire. Est-ce que je me considère comme une intellectuelle? J'aimerais bien être une intellectuelle, parce que pour moi, c'est un mot assez noble encore. Tu sais, c'est-à-dire que pour moi, c'est... C'est pas le discrédit total. Non, c'est pas comme professeur, tout à fait, pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... D'ailleurs, j'aime bien aussi parce que ça n'appartient à aucune discipline ou à aucun monde. On peut être un intellectuel en enseignant, mais en faisant aussi autre chose, en étant... Bon, ça, j'aime bien l'idée d'intellectuel. Est-ce que... moi, je suis...
Mais en même temps, je vais te dire, je suis pas sûre d'avoir été complètement formée pour être une intellectuelle. On nous a pas nécessairement formés à ça. Or, mon but, je pense, et c'est très difficile de le faire en littérature, enfin, là où je pense que c'est de former des intellectuels. C'est-à-dire que je peux former des spécialistes de la littérature, je peux former des spécialistes de ceci, de cela, mais j'ai beaucoup de mal à former, parce que je crois à la formation malgré tout, des gens qui vont penser par eux-mêmes et qui vont aussi, à travers le bric-à-brac de plusieurs théories, qui vont se permettre une certaine trahison pour réussir à avoir, justement, qu'est-ce qu'on garde? Ben, on garde des choses, mais on en jette d'autres et on arrive à construire quelque chose. Et ça, je trouve ça très difficile. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est en études littéraires, telles que je les vois en ce moment, j'ai mais enfin, je vais vous dire, c'est pas que je pense pas que c'était mieux avant, je pense que c'était pire avant. C'est-à-dire que je pense que moi, j'ai pas du tout été formée à être une intellectuelle. J'étais plutôt dans le moment où on était en train de spécialiser la littérature en secteur et qu'il fallait être spécialiste du 19e siècle, tout ça, mais est-ce qu'on avait le droit à la parole sur autre chose? Bon. En même temps, est-ce que les gens ont à avoir des idées sur tout? Non, mais l'intellectuel peut-être un peu quand même. Ouais. Mais tu as parlé de ta formation. C'est intéressant parce que, tu vois, dans l'éternité en accéléré, tu dis plus ou moins que tu es une enfant des années 80, c'est-à-dire que tu es une fille des années 80. Pourtant, moi qui suis né dans les années 80 puis qui donc été formé plus tard, j'ai toujours l'impression quand même que dans ma formation, on n'en a pas fini avec l'héritage des années 60-70. Pourtant, il reste rien des années 80, c'est-à-dire qu'on ne nous enseigne pas tellement ni la pensée, ni la littérature des années 80. Qu'est-ce qu'on garde des années 80, puis en quoi le fait d'être une... Qu'est-ce que ça représente d'être une fille des années 80? Alors, une fille des années 80, c'est une fille des années 60 et 70, parce que dans les années 80, ce qu'on m'enseignait, c'était... Moi, je suis pas la bonne génération pour témoigner de... parce que dans les années 80, qu'est-ce qu'on m'enseignait? C'était ce qui avait été fait dans les années 60 et 70. Donc, tu vois, au début des années 80... je connais moins, en fait. Je connais maintenant par la suite, mais tu vois, j'ai vraiment été beaucoup plus formée par les penseurs des années 60 et 70. Ça, c'est sûr, parce que tu vois, j'entre à l'université en 79. Les gens qui me donnent des cours sont plutôt on leur a enseigné dans les années 50 ou 60, mais les plus jeunes, ils ont... Commencent à enseigner. Et voilà. Donc, tu vois, je suis plutôt donc quelqu'un qui a pas... Je suis quelqu'un des années 80 d'une autre façon. C'est-à-dire, je suis quelqu'un des années 80 parce que j'ai 20 ans en 81. Oui, pour la culture, pour le reste de la culture, pas tellement la formation intellectuelle. C'est ça. Parce que je date un petit peu là-dessus. Mais d'ailleurs, quand pour le colloque, pour questionner l'héritage, la plupart des gens ont décidé de passer par une figure. C'est-à-dire que c'est peut-être plus facile d'interroger l'héritage en questionnant une figure, en disant qu'est-ce qu'on garde. Bien, on ne s'interroge pas tout de suite sur 25 ans d'histoire littéraire ou d'histoire de la philosophie. On va prendre une figure. Puis quand je t'ai demandé quelle figure était importante pour toi, tu m'en as nommé deux et puis qui étaient très intéressantes en fait. Parce qu'elles n'étaient pas d'égale importance dans l'institution, disons, on regarde dans l'institution, mais pourtant, elles étaient les deux très importantes pour toi. Puis je vais te nommer les deux, et puis après, je sais pas ce que parce que tu sais plus ce que tu as dit, mais tu as dit que tu aimerais parler de Barthes. Alors là, évidemment, c'est quelque chose de très par rapport à ce que tu nous as dit de ta formation d'à partir de 1979. Il n'y a rien de très surprenant. Puis tu nous as parlé aussi de Guattari. Tu ne m'as pas nommé Deleuze, que je sais qu'il est importante pour toi, Deleuze, mais tu n'as pas nommé Deleuze, tu as nommé Guattari. Alors j'aimerais peut-être que tu nous parles des deux. Oui, Barthes, c'est parce qu'aussi Barthes meurt au début des années 80, et je me rappelle que mon prof de philo, Pierre Gravel, nous annonce la mort de Barthes, et dans un cours. Ça, c'était un moment très important parce que je lisais Barthes beaucoup à l'époque. Barthes, oui. Barthes, étonnamment, encore maintenant. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai oublié Barthes. Tu sais, j'étais jeune, je lisais beaucoup Barthes, et puis pendant quelques années, j'ai arrêté de lire Barthes. Puis tout récemment, vraiment, il a été très important. Dans un cours que je donnais, il est là dans presque tous mes cours. Et peut-être, il y a sûrement quelque chose parce qu'il y a aussi son journal de deuil qui paraît. Bon, il y a comme un moment Barthes, peut-être, je ne sais pas combien ça fait exactement d'années, mais il y a peut-être un anniversaire, je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que Barthes a été très important, à la fois parce que Barthes s'est déplacé. C'est-à-dire que Barthes a pu faire quelque chose de très scientifique et en même temps de très échevelé, très... j'aime beaucoup comment Barthes a pu prendre différentes positions dans l'écriture
littérature. Et j'aime beaucoup aussi l'échec de Barthes. Ce que j'adore chez Barthes, c'est qu'il n'a pas pu écrire le roman qu'il voulait écrire. Et ça, je trouve ça magnifique, c'est-à-dire que chez Barthes, il y a un moteur qui va amener à faire toute son œuvre, mais il ne fera pas ce qu'il voulait faire. Et bon, c'est son échec, mais en même temps, c'est ce qu'il a réussi. J'ai une profonde admiration pour ce déplacement sans cesse de Barthes vers un idéal qu'il n'atteint pas. Et puis aussi, lui aussi, c'est quelqu'un qui écrit parce qu'il irrite. C'est quelqu'un qui écrit avec aussi, qui écrit, quand il écrit Fragment d'un discours amoureux, il y a des citations partout, il y a Goethe dans la marge, il y a un tel... Bon, il écrit avec le poids de la littérature, mais un poids qu'il arrive à rendre complètement léger. Il arrive à danser avec tout ce poids littéraire-là et... Bon, j'aime beaucoup Barthes. En ce qui concerne Guattari, pourquoi je t'ai dit Guattari et pas Deleuze? C'est parce que ce que j'aimais dans Guattari, c'était son rapport à la psychanalyse. C'est-à-dire que Deleuze a un rapport à la psychanalyse qui est peut-être moins évident que Guattari. Et ce que j'aimais chez Guattari, c'était la liberté que Guattari se permettait face à la psychanalyse. C'est-à-dire que moi, au moment où je commence mes études, Lacan est très important. Et puis, il y a les lacaniens qui vraiment me puaient au nez à l'époque et encore maintenant. Et qui commence à te dire c'est comme ça, est-ce que tu as le bon terme, est-ce que c'est vraiment le nom du père avec des traits d'union? Et moi, j'avais l'impression que Guattari, tout en n'étant pas un imbécile et en croyant à certains concepts, était quand même capable de nous montrer comment la psychanalyse aussi faisait partie du monde, faisait partie de la cité, était là, et qu'il fallait penser à la psychanalyse dans son lien aux politiques aussi. Donc, Guattari était très important, vraiment important pour moi, ça c'est sûr. Et puis, ses écrits sont moins lus, il y avait... et puis, Deleuze et Guattari aussi parce que cette anecdote, j'ai jamais su si elle était vraie, mais à un moment donné, ils sont dans un colloque, il paraît qu'on les embête, et puis sur un concept, et puis Deleuze dit Félix, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce concept-là? Et l'autre lui dit non. Je dis bon, alors oubliez tout ce que j'ai dit, on va pas discuter de ce concept-là. Donc vous voyez, j'aimais bien cette liberté que ces gens se donnaient face à des concepts qui étaient avec lesquels à un moment donné on rigolait pas. C'est ça. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé, c'était comment ils arrivaient à renouveler le discours psychanalytique. Et moi, je vais dire aussi, alors qu'est-ce qu'on garde? Moi, je garde la psychanalyse parce que j'ai... C'était ma prochaine question. Pose-la peut-être. Qu'est-ce qu'on garde de la psychanalyse? Non, mais c'est que tu nous parles de ça, puis la liberté que ça t'a donnée, mais c'est une liberté qui date du début des années 80. Puis qu'est-ce qui reste de cette liberté par rapport à la psychanalyse? Et puis comment ça a été important dans ta formation? Qu'est-ce qui en reste? Alors, oui, tu as tout à fait... C'est ça que tu voulais dire. C'est que, moi, j'ai d'abord j'ai lu de la psychanalyse très jeune parce que c'était important pour moi parce que même quand j'étais adolescente, quelqu'un m'a fait rencontrer la psychanalyse et c'était très important parce que je venais d'un milieu un peu fermé où on apprenait des choses qui n'étaient pas tellement liées avec la vie. J'allais dans une école un peu sévère et d'un seul coup, la psychanalyse m'a ouvert des choses, il m'a fait comprendre aussi ce que je vivais. Et puis, quand j'arrive à l'université, c'est vrai que les professeurs qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui travaillaient sur la psychanalyse, que ce soit en philosophie ou en littérature. Et j'ai fait une psychanalyse longtemps aussi, ça a presque été une déformation de la pensée, mais pour moi, la psychanalyse n'a jamais été une aventure simplement personnelle, c'est-à-dire ça a toujours été aussi quelque chose que... c'était une façon de lire le monde, mais une façon quand même très souple de lire le monde, justement pas nécessairement avec des concepts, en appliquant des concepts avec une grille, mais une façon de lire le monde, d'écouter aussi ce que les gens disent, de traverser des textes, de traverser des paroles. Donc, la psychanalyse a été très importante. Par contre, j'imagine que ma façon de travailler la psychanalyse ferait dresser les cheveux de certains psychanalystes s'ils en ont. C'est-à-dire que je pense qu'ils pourraient finalement ne pas aimer du tout comment je le fais, mais je pense que la psychanalyse a été vraiment ma formation la plus importante.
Mm-hmm. Est-ce que tu continues à la transmettre? Est-ce que tu trouves que c'est encore d'actualité de la transmettre dans le sein des études littéraires, pas tellement dans le cadre, j'en sais rien, dans l'institution psychanalytique, écoute, j'y connais rien. Mais... Tu sais, bon, là encore, on va dire que je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas, mais j'ai été très étonnée de voir qu'il y a un poste en psychanalyse qui s'ouvre à l'UQAM. Ouais. Tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est le dernier des derniers? Est-ce que c'est la dernière fois qu'il y a un poste de psychanalyste qui s'ouvre dans ce monde? Et je me suis dit, faut pas le rater. Ceux qui veulent, j'ai dit à mes étudiants, si vous le voulez... Au moins 10 ans qui est reporté. Bon, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais alors, j'étais très étonnée parce que il me semblait, il me semblait, je te raconte ma réaction, il me semblait que la psychanalyse n'était plus une discipline qui s'enseignait à part, tu vois. Bon, elle était là en psychologie, mais avec d'autres choses. Bon. Et puis même en France, dans les départements où il y a la psychanalyse, je sais pas si tout va très bien. Tu vois, j'avais l'impression. Donc, pour moi, la psychanalyse, j'ai rien contre qu'il y a un poste qui s'ouvre là-dessus. C'est juste, je me demandais, est-ce que la discipline psychanalyse est encore réelle? Et sûrement, ma question pour moi, c'est je préfère penser à la psychanalyse autrement. C'est-à-dire, je préfère la penser comme une discipline beaucoup plus bâtarde, qui peut s'enseigner dans d'autres domaines, qui peut réfléchir, psychanalyser comme on faisait avant. Maintenant, on ne fait plus ça, mais psychanalyser marxisme. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que la psychanalyse est quelque chose qui est un agent double, un agent secret qui peut s'infiltrer autrement. Mais bon, tant mieux s'il y a encore des gens qui ont une formation en psychanalyse. Sauf que tu vois, je ne suis pas sûre que ça soit encore d'actualité, et je me demande si c'est même bien que ça le soit. Bon, mais voilà. Tout à l'heure, j'avais une autre sous-question pour Barthes qui m'est venue. En fait, on a dérivé sur la psychanalyse, mais quand tu parlais de Barthes, c'est drôle parce que tu as parlé surtout des textes de la fin, puis tu as parlé de l'échec du roman. Il y a quand même un séminaire sur la préparation du roman que je sais que tu aimes bien. Puis, je sais que tu enseignes le Comment vivre ensemble, qui sont des séminaires. Je sais que tu enseignes les fragments amoureux, La chambre claire. Est-ce que tu as une préférence pour le Barthes de la fin, ou est-ce que tu gardes quand même le Barthes des débuts, celui que tu as lu, parce que celui que tu as lu en premier, probablement? Là. Je garde des petites choses, mais pas tout, non, parce que je le vois, je garde pour le plaisir, c'est-à-dire je garde pour le mouvement. Mais c'est vrai que il y a des textes de Barthes qui me semblent... par contre, j'aime beaucoup mythologie, tu vois, mais c'est vrai que j'aime dans Barthes ce qui est, comme lui d'ailleurs dirait, ce qui échappe au système. C'est-à-dire, j'aime là où il a fait système, moi j'aime quand il n'arrive pas à faire complètement le système. Et lui aussi aimait ça, mais au début, je pense qu'il avait un fantasme un petit peu totalisant d'être capable de faire le système. Qu'il a abandonné. Oui, qu'il a abandonné. Alors, c'est vrai que ces lectures-là sont là quand je lis Barthes, mais j'aime bien ce qu'il... non, il y a des choses que j'aime aussi, ce sur Racine, que j'aime encore, tu vois, même, c'est pas une question de vrai ou de faux, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, j'aime comment il déploie l'univers racinien autour de lui. Puis, quand tu as parlé de Deleuze et puis quand tu as parlé de Barthes, tout d'un coup, il y a des petits moments aussi où tu parlais de leur vie. Puis, ça me fait penser beaucoup à ce que tu dis dans L'éternité en accéléré. Tu en parles, puis ça me semble assez important. Tu fais comme une espèce de distinction entre les intellectuels qui détestent la biographie, qui détestent les vies, et puis quand tu vas sur une plage, tu remarques que tout le monde lit des biographies. Il n'y a que ça. Et puis... t'affirmes quand même que toi, ça te plaît plutôt les biographies, puis ça te plaît de faire je me souviens plus de la citation, mais de faire de la vie un savoir. C'est-à-dire que ça t'intéresse de savoir la vie. Puis, j'aimerais savoir l'importance de ça dans la formation intellectuelle. C'est un peu la part affective dans la formation intellectuelle, c'est-à-dire comment on prend certains intellectuels comme modèle, ou enfin, j'aimerais peut-être t'entendre un peu là-dessus. Non, mais tu as raison. Je déforme peut-être un peu ce que tu dis. Non, pas du tout. Je pense que oui, j'aime la vie des auteurs. J'aime penser la vie des auteurs, ça m'intéresse, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas. Est-ce que ça a des liens avec le texte ou pas? Bon, c'est pas oui, sûrement, peut-être, mais j'aime bien le modèle de l'écrivain. Il y a quelque chose dans la puissance que
du modèle qui m'intéresse. C'est-à-dire, j'essaie de savoir comment on écrit, comment des gens ont écrit, comment des gens sont devenus artistes, etc. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse. Et bon, je le vois pas... En fait, est-ce que je le vois seulement comme des anecdotes? Non, je le vois pas comme des anecdotes. Je le vois comme un tout. En fait, c'est pour ça aussi que j'aime Barthes, parce que quand il parle d'un fragment d'un discours amoureux de l'amour, il parle tout aussi bien de lui, même s'il rentre pas nécessairement dans le personnel comme il va faire dans Incident. Il parle aussi de lui, mais il parle aussi de l'amour en général. J'aime cette espèce de travail qu'il fait. Donc oui, la vie de l'auteur, je pense aussi que bon là, c'est mon côté un peu vieille France, tu sais, c'est que j'ai un côté humaniste, c'est-à-dire je crois vraiment qu'il y a des figures qu'on peut aimer, que ça nous fait avancer, d'aimer, d'être fasciné par certains écrivains. J'aime bien la question du modèle, question qui a été beaucoup évacuée parce que, mais j'enseigne la création aussi. Donc, j'enseigne aussi l'imaginaire de comment devenir écrivain. Tu vois, j'enseigne aussi ça quand même. Donc, c'est peut-être c'est pas tout à fait la même chose. Bon, si j'enseignais quelque chose qui est... Bon, la sémiotique, tu vois, ça serait un peu différent. Mais ce qui est intéressant que tu dis dans les termes de temps accéléré, c'est que tu fais comme un pas de plus. Tu dis que pour toi, c'est pas, je pense pas que t'en ferais une théorie, mais c'est quand même quelque chose que tu affirmes avec une certaine vigueur, c'est que... disons, la désaffection des sciences humaines, toi, tu la vois un peu là-dedans, c'est-à-dire dans la perte des modèles. Tu dis que c'est comme si les sciences humaines étaient devenues désincarnées, et puis que pour mettre de la chair, il faut que les gens qui la transmettent aussi y mettent du leur, on pourrait dire ça, c'est-à-dire qu'ils ne se dégagent pas complètement de leur objet, ou je sais pas comment le dire. Oui, mais là, je te dis, c'est mon idéal, c'est mon vieil idéal humaniste, c'est que je pense que les sciences humaines ont tout à fait tort, mais ça, c'est une petite idée évidente, c'est-à-dire que ont tout à fait tort de vouloir être des sciences pures et dures, c'est-à-dire que le modèle de la recherche dans lequel, je crois, nous nous perdons est mauvais, je pense que les sciences humaines auraient au contraire à revendiquer leur spécificité dans l'université et non pas essayer de prendre le modèle scientifique parce qu'elles vont perdre. Je pense que là, elles vont perdre leur place. C'est évident que nous n'arriverons jamais au même modèle que les scientifiques. Donc, je pense qu'il faut soutenir que les sciences humaines, c'est quelque chose de à part et différent, disons-le, et qu'il y a une spécificité sur laquelle il faut repenser. Donc, c'est une question tactique pour moi, c'est-à-dire, avant qu'on nous élimine, il faudrait peut-être qu'on dise, mais attention, il y a quand même quelque chose dans les sciences humaines qui est à penser, là. Donc, voilà. Là, je vais faire la question contenu canadien, hein, parce qu'on a des subventions, donc il faut... mais c'est parce que tu as parlé de tes romans. Je me demande qu'est-ce que tu veux dire sur un contenu canadien, mais bon, allez. C'est contenu québécois. Je faisais exprès pour être provocateur, parce que c'est contenu québécois, en fait. Okay. Je pense que nos subventions sont plus québécoises, d'ailleurs. C'est que dans Ça va aller, en fait, parce que là, on va être plus pragmatique. On va parler d'un roman en particulier où est-ce que tu mets en jeu, en fait, un rapport à l'héritage. Parce que là, on a parlé, disons, plus généralement ce que tu penses de ces questions-là. Mais dans Ça va aller, tu le mets en jeu de façon très, très concrète. C'est-à-dire que ta narratrice se débat avec l'héritage de la littérature québécoise de façon tout à fait irrévérencieuse, hein? C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la révérence des anciens, c'est le contraire. Régent Ducharme et puis Hubert Aquin sont vus comme étant l'un un ennemi, l'autre un ami mais nocif, ou enfin. Donc j'aimerais peut-être t'entendre sur la question de l'héritage dans la littérature québécoise, et puis c'est une grande question. Tu peux peut-être prendre en faire une plus petite question si tu préfères. Non, mais c'est une énorme question. C'est que je sais pas si je peux y répondre théoriquement. Tu sais, tu peux répondre de façon plus précise. Ce que j'ai essayé de faire dans Ça va aller, c'était de montrer un peu la difficulté de s'inscrire dans la littérature québécoise. C'est-à-dire que pour une certaine génération, je pense qu'il y a eu un moment donné où tout le monde voulait écrire comme Paul-Marie Lapointe, où il y a eu une époque comme ça. Puis, je pense pas que ce soit le rêve en ce moment des jeunes. Je sais, honnêtement, je ne pense pas que il y a eu, chez mes étudiants, peut-être là ça va changer, mais il y a eu vraiment un désir de s'inscrire dans la littérature québécoise. Je pense que les étudiants rêvaient beaucoup d'écrire vers l'ailleurs. Hein, c'est bon. Ou
par rapport à l'ailleurs. Donc, mais moi, je suis j'étais plutôt dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine volonté d'écrire par rapport à la littérature québécoise, et puis en même temps, bien sûr, comme j'ai fait pas que des études de littérature francophone ou de langue française, j'avais aussi d'autres choses, mais il y avait quand même l'idée de qu'est-ce que je peux hériter de la littérature québécoise? Bon, et puis, dans Ça va aller, pour moi, c'était de montrer une impasse. C'est-à-dire que mon livre était quand même... je pense essentiellement pessimiste, c'est-à-dire que ça soit du côté de Régent Ducharme ou que ça soit de Hubert Aquin, c'est un héritage qui est maudit. J'avais l'impression qu'il y avait comme ça un héritage maudit, surtout à l'époque. Je pense que maintenant, on peut hériter autrement. Je veux dire, les jeunes peuvent hériter autrement de ces auteurs-là. Moi, je parle aussi par rapport à ma génération. Donc, je pensais qu'il y avait quand même un héritage assez maudit face à ces deux personnages-là. Donc, voilà, c'était... mais tu vois, je voulais pas... J'aurais jamais fait un essai là-dessus. J'aurais pas... je dis pas que ça va aller vraiment en roman, mais je voulais le mettre en scène en montrant comment il y avait une impossibilité. Je ne pensais pas pouvoir, en écrivant, léguer quelque chose aux générations futures. Il y avait quelque chose qui se rompait dans la lignée. Puis, tu vois, par exemple, quand tu as enseigné de la littérature québécoise, je sais que tu as enseigné, par exemple, tout d'un coup, la poésie des femmes des années 70, mais c'est un héritage. Tout d'un coup, hein, tout d'un coup. Non, mais je dis tout d'un coup, mais c'est parce que je pense que tu l'as pas... ça t'a pris ou ça t'a passé. Non, mais je disais ça parce que je sais que tu l'as pas enseigné non plus pendant 15 ans d'affilée. Tu as raison, exactement une fièvre, tu as raison. C'est tout d'un coup. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un héritage à trouver là, c'est-à-dire chez France Théoret, Nicole Brassard, ou je sais pas, est-ce qu'il y a un héritage pour toi, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un héritage dans cette filiation-là? Pour moi, non. Okay. Mais j'essayais de voir si chez mes étudiants et mes étudiantes, il y aurait juste... Parce qu'il y avait beaucoup de filles d'ailleurs dans mes cours de poésie, c'est comme ça. À l'université, de toute façon, il y a beaucoup de filles dans l'étude littéraire. Et j'avais l'impression que j'essayais de voir si ces générations-là pouvaient permettre à ces jeunes filles qui voulaient, ou ces jeunes hommes qui voulaient aller aussi en poésie, si ces textes-là ils pouvaient en hériter. Et puis, oui, je trouve qu'ils ont pu faire quelque chose à travers ça. Moi, c'était un peu différent parce que, comment dire, Nicole Brossard ou même France Théoret, c'est pas des mères pour moi, c'est des grandes sœurs. Je veux dire, c'est pas. Alors donc nécessairement, j'étais un peu, j'ai pas du tout écrit comme elle là, mais je veux dire, j'étais un peu dans leur pas. Ce que je voulais voir, c'était voir s'il y avait quelque chose qui pouvait se transmettre quand même si moi je faisais pas vraiment le lien, mais je le faisais théoriquement. Puis, en fait, ma question, c'est un peu toi qui me l'a soufflé, mais tu te demandais, quand j'ai posé la question « Qu'est-ce qu'on regarde ?», tu te demandais s'il était possible de réapprendre à lire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se déprendre de sa formation initiale ou on en est à jamais prisonnier avec ce que ça peut avoir de bon, c'est-à-dire de relire aussi les mêmes choses et puis de les revoir différemment. Oui, non, mais ça, c'est une question, je sais pas si c'est moi qui te l'ai soufflé, mais elle est très importante. C'est une bonne question. Elle est très importante pour moi, c'est-à-dire que là, je me demande honnêtement si je suis capable de ne pas faire la même chose que ce que je fais. C'est-à-dire, est-ce que je peux lire un texte autrement que je le lis? Est-ce que je suis... j'aimerais en ce moment retrouver... Je viens d'avoir 50 ans, c'est peut-être la crise de la cinquantaine, mais j'aimerais essayer de retrouver une capacité de lire qui soit pas prise dans le poids de ce que j'ai hérité et par le poids de ce que j'ai hérité. Mais là, c'est une question que je me pose vraiment de façon importante. Est-ce que je suis pas en train de me répéter? Est-ce que je suis pas en train de me répéter jusqu'à la fin de la retraite en découvrant des textes pas la fin de la retraite, jusqu'au début de la retraite. Mais parce qu'après, espérons faire autre chose. Mais est-ce que je suis pas condamnée est-ce que je suis capable de produire un discours qui va m'étonner? J'en parlais tout à l'heure avec Jacques Pelletier. Est-ce que je vais pouvoir m'étonner? J'ai l'impression que je peux lire des textes qui vont m'étonner, qu'il y a des choses qui vont m'étonner, mais est-ce que je vais être capable de produire un discours
qui va pas être finalement ce que j'ai fait en moins bien ou un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu peur de ça. C'est la pire chose, je crois, du vieillissement, c'est-à-dire l'incapacité, ne pas se faire de surprise, quoi, ne pas être capable de se faire une surprise. Donc, j'ai un peu peur de ça. En même temps, je me dis, j'essaye fort, peut-être que je vais y arriver, mais c'est un fait que j'ai un rapport très violent au passé, c'est-à-dire j'aime pas le passé et j'aime pas l'histoire littéraire, j'aime pas tout ce qui est d'ordre du passé et on est toujours obligé de se revaloriser en se disant finalement ça m'a formé, etc., etc. Et c'est très lourd pour moi, j'ai l'impression d'être hantée par les mêmes choses et qu'il y aura pas de nouvelles hantises. Donc ça va bien au début quand on découvre ça, par quoi on est hanté, tu sais, j'ai l'impression que quand j'étais jeune, je me disais, je suis hantée par ça, tant mieux, ça va être un porteur pendant... Tu vois, j'avais l'impression d'être justement portée. Mais là, j'ai l'impression que mes fantômes sont vieux et un peu poussiéreux. Et donc, j'espère... Tu vois, c'est ce que j'espère le plus. Mais je ne sais pas comment on se débarrasse de son propre passé. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Ben si le passé est lourd, le présent t'en parle beaucoup dans l'éternité en accéléré. Puis je sais pas, pour les gens qui l'ont pas lu, on va peut-être décrire un peu c'est quoi comme livre. C'est un livre qui était d'abord un blog. Peut-être que tu pourrais nous parler de ça si tu as quelque chose à dire du fait que tu l'as d'abord écrit en blog et puis ensuite tu l'as repris en livre. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Et conserve tout. Mais le blog n'existe plus. Il est devenu un livre, c'est-à-dire que ça a changé. C'est-à-dire que, bon, enfin... Puis, donc, c'est 52 entrées de blog, je crois. 52 entrées de blog qui sont des courts textes, des courts essais, avec des blocs de fiction. On ne sait pas trop exactement ce qui est de la fiction, ce qui est de la réalité de l'essai. En fait, c'est pas très important. Et puis, moi, ça m'a fait penser quand même à Minima Moralia, dont tu parles d'ailleurs. Mais c'est ces espèces de petits fragments de vie. Et puis... tu parles beaucoup du présent là-dedans, c'est-à-dire que tu parles beaucoup de la technologie, tout d'un coup tu parles de la culture, c'est des textes d'actualité, c'est pas des textes où tu réfléchis sans arrêt justement sur l'histoire littéraire, certainement pas. Au contraire, tu parles de ce qui se passe à la télévision, tu parles de l'élection d'Obama, tu parles de la culture qui se joue sous tes yeux, donc c'est pas du tout un texte hanté par le passé, même si évidemment... Mais c'est aussi un texte très préoccupé du présent. Puis ça, j'aimerais peut-être que tu nous en parles. Bon, alors, sur la question du blog, j'ai d'abord... je sais pas ce que je me suis prêtée au jeu... un jeu que la maison d'édition Héliotrope m'a permis de faire, c'est-à-dire j'ai essayé de réagir au monde, tout un peu, mais réagir au monde justement en pratiquant, je trouvais que c'est mon texte le plus psychanalytique en fait, c'est-à-dire en pratiquant l'association d'idées, c'est-à-dire que je me permets d'aller, de penser à travers ma vie, à travers la vie des autres, à travers des textes littéraires, des textes philosophiques, comme ça je fais des associations d'idées tout le long. Bon, la contrainte, c'était de réagir au monde, mais en même temps, c'est pas une grosse contrainte parce que je pouvais laisser passer certains événements. Mais tu vois, j'essayais de réagir pendant, je pense que c'était 1 an, à ce qui se passait. Bon, alors, est-ce que l'actualité, oui, l'actualité est importante parce que, bon, en fait, c'est bête, mais on garde pour l'avenir. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde? On garde toujours pour plus tard. On garde, ça me servira un jour. C'est pour ça qu'on garde. Mais donc, si j'ai beaucoup, malgré moi, beaucoup gardé, mais là, c'est pas une réflexion nécessairement de théoricienne. Là, c'est vraiment personnel. J'essaie toujours de nettoyer l'avenir de son passé. C'est-à-dire, je voudrais que l'avenir soit ouvert le plus possible. Bon, et ça, je pense aussi que c'est en tant que professeur. Pour moi, c'est très important de penser qu'il y a des gens qui vont... je pense comme professeur, ce que j'ai apprécié le plus, c'est qu'on va m'apporter des choses auxquelles j'ai pas pensé, on va justement me surprendre. Donc, j'avais l'impression... Je voulais essayer de trouver un présent qui soit porteur d'un avenir qui n'était pas écrit d'avance. Hein, c'est un peu ça, mon livre. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a c'est comme ça que je sens les choses, c'est-à-dire que l'avenir est prêt à porter. C'est un prêt à porter et j'essaye de me défaire de ce prêt à porter de l'avenir et au contraire, de faire en sorte qu'il y ait des choses dans l'avenir qui ne soient pas déjà écrites, qui ne soient pas déjà faites, qui ne soient pas déjà confectionnées. Donc, comment
frayer, la question du frayage là aussi qui est psychanalytique, comment frayer à travers la matière même du temps pour que l'avenir puisse être autre. Donc c'était ça, mais c'est un tout petit niveau, c'est un tout petit, je veux dire, c'était personnel, c'est pas, j'essaie pas de faire de la grande théorie, mais tu parlais de Minima Moralia, qui est pour moi un livre comme ça, c'est-à-dire que mais Minima Moralia d'Adorno porte le passé, mais arrive à essayer, même par son pessimisme ou sa mauvaise humeur par moment, à être fécond d'un avenir. Il arrive à nous faire apparaître un avenir qui sera peut-être pas le même que celui qu'on a déjà joué. Donc, oui, j'aime les livres qui sont capables de défaire un peu la structure même de notre temporalité. Mais ça, c'est un sentiment que j'ai, qu'on n'est pas obligé de partager, que l'avenir est déjà écrit. Mais moi, j'avais l'impression que que beaucoup de l'avenir est déjà écrit et que il faut, au contraire, essayer de défaire ça pour qu'arrivent des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ben, sur ces bonnes paroles, peut-être que j'aimerais me retourner vers le public, parce que on a dit beaucoup de choses, puis je